Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, je me présente, je suis Hélène Balm, je suis CFC au CAFOC, en charge notamment de la professionnalisation des personnels du réseau des Greta. Et je suis en compagnie de Laurent Membrin, qui est formateur consultant, ancien conseiller d'OCA, qui nous accompagne sur les thématiques de la réforme et qui va animer donc ce webinaire. Alors, avant de démarrer, je voulais vous donner raconter un petit peu ce qui a précédé à la mise en place de cette modalité. En fait, afin de définir les différentes formations qu'on allait mettre en place pour les personnels du réseau, nous avons constitué un groupe de travail constitué de différentes catégories de personnel. Donc, nous avons réuni des personnes qui avaient des fonctions commerciales, donc qui allaient être impactées dans leur activité par la réforme. Donc, nous avons réuni au sein d'un groupe de travail une directrice opérationnelle, des CFC, une assistante commerciale. Et dans l'optique du regroupement CFA Greta, nous avons également adjoint des personnels de CFA, donc une développeuse de CFA et un cordeau de CFA. Ce groupe s'est réuni et a défini trois typologies de publics auxquels nous allons destiner des formations. Donc, première typologie de public a été identifiée, ce sont les assistantes de CFA ou de Greta qui ont à accueillir justement du public et à leur apporter un premier niveau d'information. Deuxième catégorie de public, ce sont les assistantes et coordonnateurs de Greta qui, eux, ont à renseigner le public et à aller plus loin en leur apportant déjà des réponses sur les possibilités de financement de leur projet de formation. Et troisième catégorie de public qui a été identifiée, ce sont les CFC, les développeurs et les coordos de CFA qui, eux, ont besoin d'aller jusqu'à un véritable conseil auprès de leurs interlocuteurs et qui doivent également redéfinir leur offre de services de formation en fonction des nouvelles donnes de la réforme. Donc, trois typologies de public et trois réponses formation différentes. Aujourd'hui, on répond par ce webinaire aux besoins identifiés pour le premier public, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir un premier niveau d'information sur la réforme. On a fait le choix de convier plus largement en fait, tout le personnel du réseau, Greta et CFA, lycée, à ce webinaire pour leur faire profiter. Et ce webinaire sert également de prérequis pour les formations qui vont être mises en place ultérieurement pour les publics numéro 2, on va dire, et public numéro 3. Pour ces autres publics, effectivement, on a prévu des formations. Alors, pour les assistantes et coordos de Greta, on envisage une journée de formation par territoire, par Greta, et pour le public qui a besoin de conseiller, de redéfinir son offre, donc les CFC et les développeurs et coordos de CFA, on envisage 3 fois une journée de formation avec un temps d'intercession qui, eux, seront par secteur d'activité. Donc 5 groupes sectoriels sur 3 fois un jour. Voilà, donc aujourd'hui, on répond en priorité au public numéro 1, ce qui veut dire que si, dans les questions qui vont être posées, on va répondre en priorité à ces personnes-là. Une information à vous donner, vous avez été nombreux en fait à vous montrer intéressés par ce webinaire. On a 120 inscrits, au moment où tout le monde n'est pas encore connecté. Voici donc deux petites informations là sur le déroulement du webinaire. Il va se passer en 2 temps. Sur les premiers 3/4 d'heure, Laurent va vous faire une présentation de la réforme, du contexte, de ses enjeux, des points clés de cette réforme. On n'interrompra pas pendant cette période-là. Par contre, vous pourrez, dès le début, poser des questions par l'outil de chat qui est donc en bas à gauche de votre écran.
Il vous suffit pour ça de taper dans la zone « Écrivez votre message ». Donc, ce que vous tapez là va apparaître, sera visible par tous, précédé de votre nom. Donc, moi, je serai en coulisses avec Jean-Louis Santenot du pôle R&D pour exploiter vos questions, les trier éventuellement par thématique, et on les restituera à Laurent dans la deuxième partie du webinaire qui sera consacrée donc à la réponse à vos questions. Donc, on répondra en priorité aux questions qui émanera du public visé par le webinaire. S'il y a des questions plus techniques ou plus spécifiques, on les renverra aux formations ultérieures dont je vous ai parlé. Un autre petit détail avant de laisser Laurent démarrer. Si nous avons à interagir avec vous, avec Jean-Louis Santenot, on le fera aussi par le chat. Par exemple, si on a besoin de vous demander une précision sur une question qui a été posée, on le fera par le chat en faisant précéder notre message de votre nom et d'un arrobas. C'est-à-dire que si Laurence Dupont nous pose une question et qu'on veut lui faire préciser, on écrira un message donc, qui commencera par arrobas Laurence Dupont, préciser votre question. Voilà. Donc, dernière information, ce webinaire va être enregistré, donc vous pourrez le regarder en différé à partir d'un lien qu'on vous adressera. Donc, je m'arrête là, je laisse la parole à Laurent, je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci Hélène. Bonjour à tous. Alors, on va reconfigurer pour que je puisse voir le PowerPoint. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous présenter la réforme de la formation professionnelle pour la liberté de choisir son avenir. Donc, je me présente, Laurent Membrun, je suis consultant formateur et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans un cas interprofessionnel dont on verra le nom. Tout d'abord, pourquoi réformer et vous avez certainement dû regarder au travers de différents articles la réforme en particulier. D'apparence, il y a peu de changements, même s'il y a des modifications. En vérité, c'est une vraie réforme en profondeur sur les directions qui vont être menées et les outils qui vont être déployés. Donc, vous avez eu la présentation d'Hélène sur les parcours de formation, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter les contextes et les enjeux de la réforme, et puis je vais pointer des éléments de la réforme, par exemple l'alternance, qui est un gros point, et nous le verrons ensemble, les dispositifs qui soit n'existent plus, soit ont été transformés, soit les créations de dispositifs. On va regarder les financements et comment vont s'articuler ces financements, et puis l'environnement avec les outils qui vont être mis en place pour mettre à bien cette réforme. Ensuite, on traitera les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. La réforme, on est dans un monde qui évolue énormément et le législateur, le gouvernement, voulait pouvoir travailler sur l'employabilité des actifs. Aujourd'hui, c'est un monde en mutation permanente. On a le numérique qui interfère sur nos métiers et puis on a des métiers qui se transforment en profondeur très rapidement. L'idée était de rendre employables les gens sur du long terme. Souvent, vous l'avez vu, tous les 5 ans, on a une réforme en règle générale. Cette réforme est issue de travaux qui ont été élaborés au préalable et notre système de formation a souvent été pointé comme très dur à comprendre, peu transparent et qui ne répondait pas finalement aux attentes de la loi de 71, qui était un traitement équitable et que tout le monde puisse accéder à la formation. Les priorités restent les mêmes que les précédentes réformes, les très petites entreprises et les publics éloignés de l'emploi et les moins qualifiés. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne 2 objectifs pour cette réforme. D'abord, des droits qui vont être transmis aux individus. On avait déjà dans les précédentes réformes mis des droits mais qui n'en étaient pas vraiment. Souvenez-vous du droit individuel à la formation, le DIF. Aujourd'hui, on va mettre des droits qui vont être attachés aux individus, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou qu'ils soient en activité professionnelle. Et ensuite, on renforce l'idée, mais ça a toujours été aussi une idée qui était dans les précédentes réformes, de l'investissement des entreprises au développement des compétences des salariés. C'est important ce point, on verra ensuite comment ça se traduit.
Pour l'organisme de formation que vous êtes, pour les organismes de formation, ça veut dire concrètement que l'offre de formation et des services doit être retravaillée en fonction des nouveaux dispositifs, des publics et de la stratégie que vous allez déployer. Il va falloir se démarquer de la concurrence, puisqu'aujourd'hui, sur par exemple l'apprentissage, on passe d'un marché régulé à un marché libre ou semi-libre. Il va falloir valoriser son savoir-faire, donner de la valeur ajoutée à sa formation. C'est aussi ce qui est demandé aux organismes de formation aujourd'hui. Quelle valeur ajoutée va être apportée par l'organisme? Il faudra individualiser l'offre de formation, c'était déjà fait dans la précédente réforme, ça va s'accentuer. Trouver des financements, donc là, on va voir qu'il y a plusieurs articulations qui se font autour de l'individu et des cofinancements possibles. Et bien sûr, on attend des organismes de formation qui puissent être en capacité d'innover avec des nouvelles définitions de l'action de formation. Donc la réforme, elle touche l'alternance, le contrat de professionnalisation, pas tant que ça, et l'apprentissage en profondeur. Elle va créer des dispositifs ou en supprimer ou en aménager d'autres. Elle va développer une organisation différente des financements et elle va apporter des nouveaux outils ou conforter les outils qui existaient. Sur le contrat d'apprentissage, pas beaucoup de nouveautés. On a quelques éléments qui vont être apportés, mais le système du contrat de professionnalisation n'est pas modifié en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il répond aux attentes du législateur, il apporte des formations qualifiantes à des demandeurs d'emploi, puisqu'on est sur une création de contrat, et puis travaille sur l'employabilité et les contrats de professionnalisation ne font qu'augmenter chaque année. Donc, on va ouvrir à la mobilité sur l'Europe et sur l'étranger. Il y a la possibilité de poursuivre des financements pour les OPCO quand il y a une rupture due à l'entreprise. Et puis, on pourra aller jusqu'à 36 mois selon si vous êtes avec un public prioritaire ou pas. Il y a une expérimentation qui sera faite. On attend encore la mise en application par les OPCO et définie par l'entreprise qui visera tous les publics sur un ou plusieurs blocs de compétences. Et l'OPCO suivra, sera l'architecte de la mise en place de ces contrats spécifiques. Donc, peu de changements sur les contrats de professionnalisation. Sur le contrat d'apprentissage, on est sur un changement en profondeur. Pourquoi? On a eu beaucoup de critiques sur ce système-là, peu adaptable, peu de réponses pratiques pour les entreprises et des contrats d'apprentissage qui restent sur les mêmes schémas et n'évoluent pas. On a aussi critiqué les régions dans la gestion de ces dispositifs et le législateur s'est dit pourquoi ne pas remettre la branche professionnelle au cœur de l'emploi sur l'apprentissage. Donc, le changement profond, il est marqué sur plusieurs traits du contrat, sur le marché de l'apprentissage, sur le régime juridique du contrat, puisqu'il y a des évolutions qui vont être menées sur ces contrats, sur les aides financières pour l'entreprise et sur le système de financement. Ouverture du marché de l'apprentissage, révolution, on était sur un marché régulé. Aujourd'hui, on va me passer sur un marché qui sera ouvert à tout le monde, ouvert à tous les organismes de formation à partir de 2020 et ouvert aux CFA d'entreprise. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie préoccupation et certains acteurs vont entrer dans ce système-là, puisqu'on voit aujourd'hui des agences d'intérim qui vont aller sur la création de CFA. On a la suppression de la tutelle administrative et financière des régions, pas tout à fait, mais globalement, en tout cas, la tutelle administrative et le pilotage est dévolu aux branches professionnelles. Et puis, on va appliquer progressivement des règles identiques aux CFA et aux organismes de formation en matière de qualité sur le domaine de la qualité. Le régime du contrat d'apprentissage, à partir du 1er janvier 2020, il faudra le déposer auprès de l'OPCO. Les conditions évoluent. Limite d'âge repoussée à 29 ans révolue au lieu de 25 ans. Entrée et sortie permanente, vraie révolution et comment le mettre en œuvre au sein des organismes de formation, mais c'est une demande forte des entreprises. La durée minimale est abaissée à 6 mois, ce qui veut dire que les heures aussi sont abaissées à 150 heures pour 6 mois.
La durée du travail est assouplie pour les gens mineurs, les publics mineurs, et il n'y a plus de passage obligatoire pour les prud'hommes en cas de licenciement, en cas de rupture du contrat après 45 jours. Et la durée d'ancienneté est réduite, on va aller sur le contrat de professionnalisation et le tuteur sur 2 années pour le contrat d'apprentissage. Les aides financières n'en deviennent plus qu'une, unique, une aide financière aux entreprises de moins de 250 salariés, pour un diplôme infra ou égal au bac, et pour les contrats conclus au 1er janvier 2019. Cette aide, elle est versée pour la première année à 4 125 €, 2 000 € pour la deuxième et 1 200 € pour la troisième et pour la quatrième si on en a. Voilà pour les grandes modifications. C'est des modifications qui sont importantes et en profondeur, et notamment qui va questionner l'ensemble des CFA aujourd'hui. Le système de financement, c'est l'OPCO. Donc, vous déposerez les dossiers à partir du 1er janvier 2020 auprès des OPCO, et c'est l'OPCO qui gérera le dossier coût-contrat, à la grande différence d'avant où vous aviez un coût groupe. Là, aujourd'hui, ça sera un coût-contrat. Avec, nous dit-on, une garantie de prise en charge par France Compétences qui donnera, mais elle ne fera que donner, les directives de financement avec le minimum sur certains contrats, certainement. Ce qui veut dire que l'OPCO pourra aller au-delà, mais pas nécessairement, et ça veut dire que l'entreprise pourra être convaincue d'abonder sur le financement du contrat d'apprentissage. Les dispositifs, à gauche, ceux qui existaient, à droite, ceux qui existent aujourd'hui. Alors, vous allez voir, c'est à peu près les mêmes, même si on dit qu'il y en a certains qui ont été arrêtés, stoppés, et d'autres qui ont été créés. On reste sur les mêmes éléments. À savoir que le CIF et la période de professionnalisation, le gouvernement avait dit, nous n'en voulons plus, pour des raisons particulières. Le CIF, parce que il ne voulait plus associer sans un budget qui était alloué à l'individu, et la période de professionnalisation parce que c'était un aménagement de l'alternance pour des publics en CDI, pour des OPCA, puisque ça avait été créé au démarrage, pour des OPCA qui utilisaient peu les contrats de professionnalisation. Les partenaires sociaux ont dit non, on va aménager ces dispositifs-là. Donc le plan de formation devient le plan de développement des compétences, normal, puisqu'on a demandé aux entreprises d'investir dans un plan de développement des compétences. Le CPF devient le CPF rénové, rénové parce qu'on l'a monétisé et on l'a adapté aux enjeux de demain. Le CIF n'existe plus au 1er janvier, mais devient, grosso modo, le CPF transition pour ceux qui souhaitent s'orienter et sortir et acquérir de nouvelles compétences. La période de professionnalisation devient ou se transforme en Pro A, c'est-à-dire l'alternance pour des gens qui seraient en CDI. Le plan de développement des compétences, l'employeur est toujours tenu d'adapter ses salariés sur son poste de travail et de maintenir l'employabilité de son salarié. Il sera de toute façon toujours tenu de le faire. Donc, l'entreprise va proposer des formations qui participent au développement des compétences. C'est pourquoi le plan de formation devient le plan de développement des compétences. Il doit informer et être consulté par les IRP, les instances représentatives du personnel. Pas de changement là-dessus, sauf qu'on change effectivement l'intitulé. Alors, on simplifie au maximum le plan de formation, on n'a plus de catégories, etc. On a maintenant les formations obligatoires et les formations non obligatoires. Les formations obligatoires sont à la charge de l'entreprise et bien sûr se font pendant le temps de travail. Elles visent à maintenir l'activité dans son emploi et ou répond à des conventions ou des réglementations spécifiques dans l'entreprise. Les actions non obligatoires peuvent se faire hors temps de travail, mais deux conditions, pas plus de 30 heures par an et avec accord du salarié. Grand changement, il n'y a plus d'allocation formation pour le hors temps de travail. Ça veut dire que le salarié
pendant son hors temps de travail, ne sera pas rémunéré, donc va co-investir ce nombre d'heures dans sa formation. C'est important parce qu'on introduit aujourd'hui, cette réforme est une réforme importante dans le fait que l'individu, non seulement est co-acteur, mais co-finance sa formation. Alors le CPF rénové, au 1er janvier 2019, il est monétisé. Ça veut dire qu'on prend les heures DIF qui ont été inscrites sur son compte formation, les heures CPF qui ont été alimentées par l'entreprise sur son compte formation, on les multiplie par 15 euros et on y ajoute le compte d'engagement citoyen où on multiplie par 12 euros. Tout ça nous donne le montant au 1er janvier du CPF monétisé. Chaque individu a donc un compteur qui n'est plus en heures, mais en fonds. Et puis, à partir du 1er janvier 2019, chaque salarié, qu'il soit à plein temps ou à mi-temps, jusqu'à mi-temps, aura 500 euros par an jusqu'à un plafond de 10 fois, donc 5 000 euros. Ça, c'est pour les salariés qualifiés. Et pour les salariés peu qualifiés, infra-bac, il y aura 800 euros avec un plafond de 8 000 euros. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'heures, on parle de fonds monétisés. Le CPF rénové, ça veut dire qu'on peut abonder au financement du CPF. C'est important parce que le CPF est vraiment au cœur du dispositif. C'est lui qu'on abonde. Il faut d'abord qu'il soit utilisé. On ne peut pas abonder d'autres dispositifs avec le CPF. C'est le CPF qui est au cœur du système. Ça veut dire que c'est l'individu qui choisit de mobiliser ou pas son CPF. Dans l'entreprise, donc l'entreprise peut co-investir, l'OPCO bien entendu, d'autres caisses, les caisses nationales d'assurance maladie, l'État, la région, Pôle emploi, mais surtout le titulaire lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il veut faire une formation, il peut aussi co-investir et payer le supplément qui ne sera pas pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations. Des abondements correctifs ont été prévus pour l'instant par décret sur quand il y a absence d'entretien ou absence de formation dans le cadre des entretiens professionnels, de 3 000 à 4 800 euros, c'est-à-dire 6 fois le montant. Grosso modo, on tombera sur ces chiffres-là, c'est 6 fois le montant annuel qui est donné. Et pour les salariés, ça licenciés dans le cadre d'un accord de performance. Les formations éligibles, adieu les listes interminables qui étaient difficiles, on l'a dit, transparence aujourd'hui. Les formations éligibles sont celles qui sont enregistrées au RNCP ou qui sont sur des blocs de compétences. On y ajoute les certifications ou habilitations qui sont sur le répertoire spécifique des certifications et des habilitations, qui est une nouvelle inventaire, les certifications de CLEA, la VAE, le bilan de compétences, les permis de conduire qui ont été introduits et les formations d'accompagnement et de conseil à la création d'entreprises. Toutes ces formations sont éligibles de plein droit. Adieu donc les listes. Le CPF rénové va être géré par les OPCO jusqu'en octobre 2019, nous dit-on. Alors, on n'est pas très sûr de la date, puisque il faut que la Caisse des dépôts et consignations ait réussi à mettre en œuvre une application mobile qui permette 3 choses. L'accès aux formations avec une notation qui sera faite par les stagiaires, un achat en ligne, on clique sur le bouton et on l'achète en euros avec les formations qui sont répertoriées. Aujourd'hui, une enveloppe a été donnée à la Caisse des dépôts et consignations pour rendre cet outil opérationnel en octobre 2019. On n'a pas de retour et on ne sait pas si ça fonctionnera. Dans tous les cas, c'est ce qui a été annoncé. On peut présumer que la gestion des OPCO ira jusqu'à la création de cet outil. Dans tous les cas, reste à savoir comment vont être répertoriées les formations sur cette application, à partir de quoi elles sont issues et quelles vont être les mobilisations des stagiaires sur ces modules. Le CPF transition, le CIF est mort, vive le CPF transition. Le CPF transition, c'est avant tout le CPF qui est mobilisé. Donc il est intégré aujourd'hui, il faudra donc mobiliser son CPF pour le CPF transition. Ça permet de financer des formations certifiantes quand on est dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Ça sera géré par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, les CEPIR,
qui sont en fait les anciens FONGECIF, puisque le FONGECIF n'existe plus, les OPACIF n'existent plus, les FONGECIF sont repris dans la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Il n'y a plus donc qu'un seul financeur qui sera habilité à gérer les CPF transition. Les conditions d'accès, ça reste relativement ce qu'on connaît, ça reste du domaine du CIF. Donc, je vous laisserai lire, puisque vous aurez accès à ce document pour pouvoir détailler cette partie-là. Mais grosso modo, il n'y a pas de changement par rapport au CIF, il n'y a que quelques précisions. La PROA, donc la période de professionnalisation n'existe plus, a été créée au 1er janvier. La PROA, ça permet à des salariés en poste, en CDI, de pouvoir faire une formation à visée qualifiante ou certifiante qui permet la promotion sociale ou professionnelle. C'est géré par les OPCO. C'est une formation qualifiante en alternance, nous dit le texte, donc c'est forcément en alternance, qui est fait dans l'entreprise ou avec un organisme de formation. Ça peut être fait hors temps de travail, jusqu'à 30 heures de toute façon maximum, qui pourrait être fait dans ce cadre-là. Donc là, on attend la mise en place. Aujourd'hui, vous savez que les OPCO sont auto-centrés sur leurs problématiques, donc on a peu d'informations sur cette mise en place. Les conditions, il faut être salarié en CDI ou alors sportif, entraîneur professionnel en CDD. C'était pour une formation. Il faut avoir un niveau inférieur ou viser un niveau inférieur au bac+3. On vise une qualification ou une reconnaissance convention collective. Et un avenant de travail doit être signé et déposé auprès de l'OPCO. Ça, c'est la grande nouveauté. La période de professionnalisation, normalement, on devait indiquer dans la période qu'on passait d'un niveau de convention collective à un autre niveau supérieur de niveau de convention collective. Aujourd'hui, il est dit que contractuellement, le salarié et l'entreprise signeront un avenant, mais on n'a pas les précisions sur la teneur de cet avenant. Est-ce que ça précisera l'évolution professionnelle ou si ça marquera simplement le fait qu'ils sont en période de PROA. Et particularité par rapport à la période, un tuteur est désigné dans l'entreprise, qui n'était pas obligatoire pour la période de professionnalisation. L'élément de la réforme, c'est aussi les financements et les financeurs. On a l'individu aujourd'hui au cœur du système, on a l'entreprise, bien sûr, les OPCO et les circuits de financement. On va regarder comment tout cela s'établit. L'individu, il choisit de mobiliser son CPF ou pas. Et dans le cadre du CPF rénové, c'est bien lui qui le mobilise. Dans le CPF transition, c'est bien lui qui le mobilise. Dans le PIC, le plan d'investissement compétences, qui est la déclinaison du projet de l'État financièrement qui va se décliner sur les territoires avec des appels d'offres, sur les demandeurs d'emploi, il est dit qu'il faudra premièrement que Pôle emploi mobilise le CPF. Et puis, si le parcours de formation n'est pas entièrement financé, il faut d'abord que ce dispositif, le CPF, soit pris en cœur du système pour pouvoir être abondé. On ne peut pas faire une période et décider ensuite de faire un CPF. C'est vraiment le CPF qu'on utilise au premier abord. L'éco-acteur donne son accord et le verbalise. On l'a vu dans PROA. Il devra le verbaliser avec un avenant à son contrat de travail. Il est cofinanceur, et ça, ce n'est pas la moindre des idées de cette réforme. Il finance ou il apporte un abondement financier. Il ne faut pas oublier que s'il fait du hors temps de travail, c'est lui qui libère ses heures, et il n'est pas rémunéré pour ses heures, à la différence des autres dispositifs sur l'ancienne mouture de la réforme. L'entreprise, ça ne change pas, elle finance, elle pourra toujours financer en dehors de son plan de développement de compétences, elle cofinance sur certains projets de formation, et puis elle va peut-être souvent cofinancer ou financer sur les contrats en alternance. Elle verse ses contributions formation dans les OPCA depuis 2014, elle les versera à l'URSSAF en 2021, sera versée à France Compétences qui redispatchera les fonds en fonction des éléments, puisque chaque année, ils reverront leur copie pour savoir comment va être affectées les sommes financières à chaque structure.
Les OPCO sont morts au 31/12/2018. Au 1er janvier, chaque OPCA est devenu OPCO de façon provisoire, puisque au 1er avril, un nouvel agrément va voir le jour. On a à peu près, le rapport Barowski donné 11 OPCO. Aujourd'hui, il y en a 13 qui ont été proposés. On a demandé à 4 d'entre eux de revoir leur copie, notamment les 2 interprofessionnels, puisque le rapport Barowski n'avait pas fait état de branches professionnelles qui relevaient de l'interprofessionnel. On était sur des secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une transformation en profondeur. Les 2 interprofessionnels sont ceux qui ont le plus de financement et qui ont le plus d'adhérents aujourd'hui. Pour autant, l'État leur a dit d'abandonner leur stratégie et de se rattacher à des OPCO de branche. Qu'est-ce qu'ils vont faire les OPCO demain? Ils vont avoir des missions de financement et de service. Service et financement sur l'alternance, ils vont devoir faire la promotion de l'alternance, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Je mets à côté la PROA, parce que même si ça relève du financement, ce n'est pas tout à fait les mêmes finalités. Et ils vont devoir gérer ces dispositifs. Ils vont aussi avoir la promotion et la gestion des moins de 50 avec le plan de formation des moins de 50 et accompagner et développer les TPE, leurs projets de formation. Ensuite, ils ont 2 autres missions qui est l'appui aux branches professionnelles dans la gestion des observatoires, dans la mise en place de nouvelles certifications et dans l'accompagnement des nouveaux métiers. Et ensuite, ils géreront les contributions supplémentaires, la conventionnelle qui sera définie par les branches, collectée par l'URSSAF, versée auprès des OPCO, et la volontaire qui est le versement direct d'une entreprise à un OPCO. Il y aura toujours cette possibilité-là, même si aujourd'hui, on le voit de moins en moins dans les textes. Pourquoi? Parce que c'était une demande des 2 interpros. Si demain les 2 interprofessionnels, les 2 OPCA interprofessionnels n'existent plus, cette demande est caduque. Donc l'URSSAF 2021 collectera l'ensemble des cotisations, reversera à France Compétences, qui versera aux OPCO, à la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF rénové, à l'État qui alimentera le PIC, plan d'investissement compétences, les régions, le CEPIR, ancien FONGECIF, et les opérateurs CEP, Conseil en évolution professionnelle. Tout ça, on va le voir en détail en suivant. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est les taux qui vont être affectés. Donc, on a 10 à 20% du budget qui va être donné aux caisses des dépôts et consignations pour gérer les CPF. On a 8 à 13% pour les OPCO en ce qui concerne le plan de formation des moins de 50. On a 5 à 10% pour les CEPIR, pour la gestion du CPF transition. On a 1 à 3% qui seront en fait le paiement du service rendu par les opérateurs du CEP. Et on a 64 à 72% qui va aller à l'alternance. Vous voyez que l'ensemble des budgets ont été mis sur l'alternance et porté sur l'alternance, qui est un vrai objectif du gouvernement sur la mise en place des recrutements par alternance. Exception faite, on n'a pas encore le décret, des sommes reversées aux régions pour le financement des CFA, une toute petite partie, on parle de 150 millions d'euros. Donc l'environnement et les outils, on a la création de France Compétences, on a un travail qui a été fait de modernisation des certifications, on a la qualité qu'on va détailler, l'action de formation, puisqu'on a évolué sur la définition de l'action de formation, et on a des outils qui existent toujours ou qui ont été transformés, l'entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle, la VAE et le bilan de compétences. France Compétences, c'est quoi? C'est les anciens FPSPP, le Fonds paritaire, le CNEFOP et la COPANEF. Tout ça n'existe plus, est repris par France Compétences avec un nouveau pilotage où l'État est présent et bien présent dans la prise de décision avec les partenaires sociaux, les régions et certains experts qui seront associés au projet. En charge de la labellisation des formations, on le verra, en charge de l'encadrement des prix et des appels d'offres sur les dispositifs qui vont mettre en place
notamment par exemple les opérateurs sur le sol. Sur la certification, je ne détaille pas trop, mais on a changé le mode de certification pour l'enregistrement au RNCP, on fait des téléprocédures, tout ça c'est dans la commission qui a été mise en place pour la rénovation des certifications. On veut rendre ça plus souple entre le RNCP et le répertoire spécifique des certifications et habilitations. On a changé la nomenclature, une nomenclature qui datait de 1969, vous. Donc, nous étions du niveau 1 à 5. Aujourd'hui, on va tenir compte des demandes de l'Europe en matière d'harmonisation sur les niveaux de formation. Notre niveau 5 devient le niveau 3 et le niveau 1 redevient, se partage entre deux niveaux, le niveau 7 et le niveau 8. Le niveau 4, ça reste le bac. Le niveau 5, le niveau 2, ça devient les licences chez nous. Et le niveau 1 va se partager entre des masters, niveau 7, et niveau 8, doctorat. Aujourd'hui, cette nouvelle nomenclature devra être mise en œuvre dans vos circuits. Sur la qualité, donc, les organismes de formation, depuis la dernière réforme, doivent être data-dockés. Data-dockés, c'est un collectif d'OPCA qui ont régi des règles de vérification de documents et qui permettent d'être ou pas sur les financements des OPCO. Jusqu'au 31/12/2020, on reste sur le même système. Il faudra être data-docké obligatoirement pour avoir accès aux fonds des OPCO. À partir de 2021, du 1er janvier 2021, France Compétences va travailler sur une ou des certifications pour les prestataires qui seront financés sur n'importe quel fonds public ou mutualisé. Donc là, on élargit le public, ce sera pour tous les fonds qui existent, la région, Pôle emploi, etc. Tout le monde devra avoir une certification. Il se dit que ceux qui étaient data-dockés auront accès plus facilement à cette certification, mais pour l'instant, on n'a pas de règles puisque ça va voir le jour prochainement. Enfin, pour les CFA, puisque vous devez aussi vous mettre sur les mêmes clés que les autres organismes de formation, un délai supplémentaire est fait au 31/12/2021 pour obtenir une certification pour les CFA uniquement. L'action de formation, dans les actions de formation, aujourd'hui, on peut faire un bilan de compétences au niveau AE, c'est une formation, et on a un petit peu modifié la définition de la formation. C'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Ça va avoir des répercussions sur les éléments à produire pour se faire payer. On attend encore de voir la mise en application. Aujourd'hui, il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord sur cette définition-là. Ça se fait soit en centre de formation, soit toute partie en FOAD, avec une assistante technique pédagogique et une évaluation. Et grande nouveauté, ça se fait en situation de travail par la fameuse FEST, formation en situation de travail, avec, nous dit-on, un formateur interne désigné, des phases réflexives et des évaluations. Cette nouveauté a été donnée aux entreprises parce qu'il y avait deux problématiques. Un, le plan de formation est réduit comme peau de chagrin. Vous avez dû voir au niveau des pourcentages, l'entreprise doit financer ses formations. Elle a une autre obligation, c'est qu'elle doit faire dans les entretiens professionnels, doit apporter la preuve qu'une formation a été faite. En laissant la porte ouverte sur les formations en situation de travail, elle permet aux entreprises de valoriser les formations qui sont faites au sein de la structure comme une formation qui sera valorisée dans le cadre des bilans. Les outils au service du projet, on a l'entretien, le CEP et la VAE et le bilan de compétences. L'entretien professionnel, on a quand même réformé, alors peut-être peu de gens l'ont vu, mais enfin on a assoupli grandement les conditions de l'entretien professionnel qui étaient beaucoup plus drastiques à la dernière réforme. Il faut avoir bénéficié d'un entretien au moins une fois tous les 2 ans, alors qu'avant c'était obligatoirement tous les 2 ans. Là, il faut au moins, ça veut dire que si on fait un bilan, c'est déjà bien. Et au bilan, n'est retenu qu'il faut avoir au moins bénéficié d'une action de formation non obligatoire. Vous voyez l'intérêt de la FEST, puisque l'entreprise pourra valoriser là
une action de formation non obligatoire qui aura été faite en entreprise. On ne parle plus que d'évocation sur l'acquisition d'éléments de certification ou une progression salariale, là où avant, il fallait deux de ces conditions-là pour pouvoir répondre favorablement à l'entretien et au bilan de compétences. Les sanctions pour les entreprises de plus de 50, c'est l'abondement au CPF versé à l'URSSAF si l'entretien n'est pas fait et si une action de formation n'a pas été réalisée pendant ces 6 ans. Beaucoup plus souple. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a une pénalité pour les plus de 50 que ce n'est pas obligatoire pour les moins de 50. Cet entretien professionnel et le bilan sont obligatoires pour toutes les structures. Les salariés peuvent s'en prévaloir lors d'un prud'homme ou d'éléments complémentaires. Le STEP, conseil en évolution professionnelle, donc c'est un conseil gratuit, confidentiel et personnalisé, dispensé par un opérateur habilité. Cet opérateur, on en connaissait certains, ils existent toujours pour les demandeurs d'emploi. Il y aura Pôle emploi, Cap emploi, APEC, l'APEC et les missions locales. Grande nouveauté pour les salariés, aujourd'hui, il y a un opérateur qui sera sélectionné dans chaque région pour faire ce job. Et c'est un appel d'offres qui est en cours en ce moment avec France Compétences. Ça arrive au 1er janvier. Donc pour les salariés, ça sera un opérateur qui sera rémunéré pour l'action qu'il opère. VAE et bilan de compétences, ça reste les mêmes éléments. Il n'y a pas de grande modification sur ces éléments-là.